Une année de silence et de vin. Chapitre 1. Monsieur Pérez veille sur toi. Je n'ai jamais su cuisiner le canard. Maman disait toujours « Amélie, un repas, c'est un rituel, pas une obligation. » Mais dans ce rituel, chaque année, quelque chose ressort. Trop salé. Toujours trop. Aujourd'hui encore, je suis là, je goûte les pommes de terre, je plisse les yeux. Le sel danse sur ma langue comme le vieux port de Marseille en plein août. Trop, encore. Monsieur Pérez, le bulldog des voisins, trapu, avec ce regard de vieux philosophe, passe devant la fenêtre, s'arrête, me fixe. Comme s'il vérifiait que je ne gâche rien. Dans ses yeux, un reproche. Peut-être imaginaire. Peut-être pas. Étonnant comme ce chien arrive, en 2 secondes, à me faire douter de moi. La cuisine sent le thym, l'ail, la fin d'après-midi. J'écoute des fleurs pour Algernon. 3e fois ce mois-ci. Le couteau tape sur la planche, régulier, presque apaisant. Comme un cœur qui ne sait pas encore qu'il va bientôt se fissurer. Fête. Mot étrange. Comme s'il fallait se réjouir sur commande. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'être là. D'attendre mes enfants. Camille arrive de Toulouse. Ma fille. Avant, elle remplissait les marges de ses cahiers de petits dessins. Maintenant, elle porte des tatouages d'oiseaux, de cœurs. Le dernier, je crois, pour sa copine. Je ne pose pas de questions. Je souhaite juste que cette fille-là ait des mains douces, un regard clair. Camille mérite quelqu'un qui lui caresse les cheveux quand elle se bat contre le monde entier. Antoine vient de Paris. Il ne parle jamais de son boulot. Il raccroche vite, oublie toujours le code du Wi-Fi. La dernière fois, il m'a serré dans ses bras comme si j'étais une arrivée, pas une halte. J'aimerais qu'il reste un jour pour un thé, sans écran. Je cuisine. Lentement, avec soin. Ce dîner, ce n'est pas une solution, c'est une occasion. Pour être ensemble. Pour renouer même une soirée. Hier, en lavant les vitres, j'ai revu Camille et Antoine Petit, allongés dans la neige pour faire des anges. Camille glissait toujours, hurlait que son ange était ivre. Antoine, lui, voulait tout parfait, puis pestait quand elle cassait la symétrie. 2 mondes. Je souris. C'est bien, au fond, d'avoir encore des vitres à nettoyer et des souvenirs qui réchauffent plus que le chauffage. L'horloge du salon sonne 5 heures. Ça veut dire 30 minutes avant la sonnette. 40 avant que Camille débarque, odeur de pluie, de tabac et de patchouli. 50 avant qu'Antoine pose une bouteille de vin sur la table, comme on dépose une habitude plus qu'un cadeau. Un rayon du soleil couchant glisse sur le plan de travail. Je tapote la nappe du bout des doigts. Rituel. Jean-Paul est encore au travail. Ou ailleurs. On ne demande plus. Son téléphone vit plus que nos phrases. Il sourit à son écran. Moi, je souris au four. Qui, de nous deux, est le plus réel? Je ne saurais dire. Le loquet de la grille grince. Mon cœur fait un petit bond. Les enfants sont là. Les voilà. Camille rit déjà. Maman, t'as encore tout mélangé. Le canard, c'est pour demain. Je hoche la tête, inutile de protester. Je la serre contre moi. Elle sent la liberté et le mauvais temps. Antoine reste un instant dans l'embrasure, comme s'il avait besoin d'une seconde pour revenir parmi nous. Puis il sourit, très doucement. Le genre de sourire qui dit « Ici, je peux respirer, enlever ses chaussures. » Et ne pas cacher le trou dans la chaussette. Nous sommes ensemble. Pas pour toujours, mais pour ce soir. Et parfois, ça suffit pour faire une vie entière. Chapitre 2 du Nouveau Cachemire, les vieilles habitudes. Jean-Paul avait un retard de 21 minutes. Bon, je ne chronométrai pas. C'est le gratin de pommes, de terre qui a commencé à refroidir exactement quand l'aiguille a frôlé 19 arts. Et quand il est enfin ouvert la porte, à peine esquissant un sourire et essuyant son visage d'une serviette en papier, j'ai su, ce soir-là, l'itinéraire avait déjà changé. Il s'est excusé. Vite, sans détail. On n'a même pas demandé. On ne se pose plus de questions depuis longtemps. Comme si on craignait d'entendre une vérité qu'on connaît déjà. Il portait un manteau neuf, belle coupe, cachemire, sûrement. Peu importe. Quel parfum dans la maison, a-t-il dit en enlevant son écharpe. Du thym, du jus d'ail, et peut-être un peu de désespoir, ai-je répondu en haussant les épaules. Il n'a pas ri, ou il n'a pas entendu. Je n'ai pas insisté. Autour de la table régnait une chaleur feutrée. Camille racontait quelque chose, une prof un peu folle, qui cite Freud avant de lancer un bout de craie, et ses mains faisaient de grands gestes. Antoine hochait la tête, l'air absent,
les yeux lourds d'une fatigue trop familière. Je sais reconnaître le niveau d'épuisement d'un homme à la façon dont il tient sa fourchette. Jean-Paul mangeait en silence. Son téléphone trônait au bord de la table comme une assiette en trop. Il ne le regardait pas. Mais dès qu'il vibrait, son regard tressaillait. Micro-geste, un mouvement d'épaule, un coin de lèvres, le poignet qui se raidit. Je regardais ça comme un spectateur qui connaît déjà la fin, et qui pourtant espère encore un autre dénouement. « Papa, tu m'as entendu ?» murmura Camille en touchant doucement son épaule. « Pardon. Qu'est-ce que tu disais ?» Jean-Paul sursauta comme s'il venait de brûler ses doigts sur de la lave. « On planifie avec Lise un voyage en Islande cet été, 1 mois, à vélo. »« Ça sonne ambitieux, » dit-il, avec un fin sourire maladroit. « Oui, » dit-elle en haussant les épaules. « Maman vient de resaler les patates. Et pourtant, on survit, non ?» Je hochai la tête. C'est notre manière d'aimer. Un peu brûlante, un peu irrégulière. Mais authentique. Quand le téléphone vibra pour la 3e fois, je sentis mes doigts se crisper autour du verre de vin. Un téléphone. Ça peut devenir un être vivant. Il a un rythme, un pouls, presque une voix. Parfois, j'ai l'impression qu'il le cajole mieux qu'il ne me parle à moi. Il jeta un œil rapide à l'écran. Les coins de ses lèvres tremblèrent. Juste 1 millimètre. Je l'ai vu. « Tout va bien ?» demandai-je doucement. « Hein ? Ah, oui. Boulot, boulot ?» répondit-il d'un ton sec, mécanique. Je hochai la tête. Bien sûr, en plein réveillon, à 19h, à Lyon. Après le désert. Camille avait insisté pour de la glace, malgré les 25 degrés dans la maison. Parce que on n'a pas peur du froid quand on sait créer la chaleur. Je me levai pour débarrasser la table. Aussitôt, Jean-Paul proposa d'aider. Suspicious. Il n'aide jamais, sauf quand il sent la culpabilité. Comme il ramassait les assiettes, le téléphone vibra encore. Cette fois, c'était dans la poche. Il sursauta, sortit l'appareil, lut le message, puis, sans prévenir, il sourit. Vrai sourire. Pas un de ces sourires d'écran. Je restais figée, une assiette sale à la main. À voix basse, pour que les enfants n'entendent pas. « Maintenant, tu souris seulement à l'écran ?» Il me regarda, longuement, avec presque de la tristesse. « Pas ce soir, Amélie, ce n'était pas une réponse. C'était un ordre, ou une supplication. Je ne sais plus. » Chapitre 3. Tarte tatin et Truth Bombs. La nuit, je n'ai pas dormi. J'écoutais les horloges de la cuisine qui tiquetaient trop fort. Dans la pièce à côté, quelqu'un toussait, peut-être Antoine, ou Camille, ou moi-même. Je me suis dit, si ma vie était un livre, je tournerais cette page maintenant, pour en regarder 2 ou 3 d'avance, histoire de savoir si ça vaut la peine de rester. Mais ce n'est pas un livre. Les pages ne se tournent pas. Ce sont les jours qui passent, un à un. Monsieur Pérez est repassé devant la fenêtre, à 2h du matin, sans raison, ou peut-être pour une très grande. Je me suis regardée dans la vitre, mon ombre mêlée au reflet. Ce n'est pas la solitude qui fait peur. C'est d'être seule avec quelqu'un qui est déjà parti. Parfois, tout s'écroule. Non sous le coup d'un orage, mais d'un simple mot. Trop tôt, adressé au mauvais moment, à la mauvaise personne. Nous mangions une tarte tatin. Camille léchait sa cuillère. Obstinément, comme quand elle croyait, enfant, que faire la vaisselle, c'était une conspiration contre la liberté. Antoine, lui, tripotait son téléphone, puis l'a éteint et a fixé sa tasse vide. J'ai cru, un instant, qu'on passerait la soirée sans éclat, comme si personne ne se souvenait à quel moment tout avait commencé à se fissurer. Et puis, « Écoute, » dit Jean-Paul, en portant les yeux sur le reste de la tarte. « Ça va être un peu serré au début, mais quand on déménagera... » Silence. J'ai cru que j'avais mal entendu. Ou que c'était le chantier dont il parlait, un futur pour nous. Puis il a ajouté « Elle a 3 enfants. Le plus petit est encore dans un berceau. Tu te rends compte, Amélie ? Elle a dû louer un débarras pour les convertir en chambres d'enfants. Et toi, on vit dans 3 chambres. C'est injuste. » Je n'ai pas tout de suite compris de qui il parlait. Puis le mot « injuste » m'a frappé en plein cœur. Camille s'est figée, sa cuillère en suspens. Elle le regardait comme si, à cet instant, il était devenu un inconnu. Antoine releva la tête. Ses yeux, gris comme les miens, se sont assombris d'un seul coup. « Nous ?» ai-je demandé, d'une voix trop calme. « Qui nous, Jean ?» Il a fermé la bouche.
a compris, ou afin de comprendre. Sa main a cherché un verre, mais ses doigts tremblaient, comme si le vin pouvait encore tout sauver. Moi, c'est moi, je vais déménager. Sa voix vacilla. Je pensais, tu m'avais dit que tu t'ennuyais ici. Oui, ai-je répondu. Mais tu vois, je continue de manger pour 4, même seul. Il détourna le regard. Le silence lourd s'abattit sur la table comme un rideau qu'on tire brusquement sur la scène. Elle s'appelle comment demanda Antoine, d'une voix neutre, mais avec un poids. Pas seulement pour ma mère. Je crois qu'il parlait pour lui aussi, pour l'innocence qu'il pensait encore tenir entre ses mains. Jean-Paul ne répondit pas tout de suite. J'ai vu son regard dériver vers le téléphone, posé à côté de lui, comme s'il cherchait un soutien. Ou une excuse. Sophie, finit-il par dire. Une collègue. On bossait ensemble à Bordeaux. On bossait sourit amèrement Camille. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? J'ai voulu dire arrête, mais j'ai fermé la bouche. Elle a dit ce que je n'osais pas. Je n'avais pas l'intention de le dire ce soir, murmura-t-il. Mais puisque c'est sorti, puisque tu as glissé ça comme un couteau dans les pommes de terre. J'ai penché le torse en avant. Ou puisque tu pensais que les enfants avaleraient ça aussi facilement qu'un bout de tarte. Il resta muet. Moi, je sentais un métal froid monter dans la colonne vertébrale. Pas de colère. Hissé. Camille se leva et partit. Antoine dit qu'il sortait prendre l'air, en pyjama, sans manteau. Je l'ai entendu respirer fort dehors, comme s'il essayait d'expulser tout le poids des mots. Jean-Paul se resservit du vin. J'ai vu ses mains trembler. Était-ce de la pitié? Peut-être. Mais honnêtement, c'était plutôt de la honte. Pour lui, pour nous. Il a murmuré « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça, tout s'est mal passé. » Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un étranger. Comme si d'un coup il était sorti d'un livre que j'avais fermé depuis des mois. « Ne t'inquiète pas, Jean-Paul, » ai-je dit en me levant. Nous, on est habitués à l'erreur, à ce qui part de travers. Je suis allée à la cuisine. Là, tout sentait encore la cannelle et un peu de caramel brûlé, l'odeur du passé. Chapitre 4. Vinaigre, Bordeaux et vérité entre les lignes. Plus tard, dans ma chambre, je me suis glissée sous la couette et je me suis laissée aller à écrire une petite note. Quand tout se fissure, ne te précipite pas pour réparer. Regarde d'abord ce qui était caché dedans. Je ne me suis endormie qu'au petit matin, en me disant que peut-être la lumière au bout du tunnel n'est pas la mort, mais une lampe d'accouchement. Une nouvelle vie fait peur quand on n'a pas encore fini de sécher la précédente. Parfois, les objets parlent, pas tout de suite. Mais si on entr'ouvre un tiroir, leur murmure devient impossible à ignorer. Je ne cherchais rien, vraiment. Je changeais simplement les draps dans notre chambre. L'été sentait le tilleul et un certain sommeil. Celui qui s'en va quand tu cesses de croire au miracle, mais espères encore toucher une retraite décente. En me penchant vers l'étagère du bas, une enveloppe est tombée avec les draps. Simple, grise. Je l'ai ramassée en pensant. Une facture peut-être, ou une liste de courses. Mais dedans, il y avait un billet. Paris, Bordeaux, pour un dimanche. Retour le même jour. Dans la marge, au stylo, merci pour hier. Une écriture ronde, assurée. Pas la sienne, et sûrement pas la mienne. J'ai reposé le billet dans l'enveloppe. Dans la poche de son manteau, une addition de « Chez Léon ». Foie gras, huîtres, 2 verres de Chablis. La date ? Notre anniversaire. Ce soir-là, il m'avait dit qu'il était coincé dans les embouteillages. Et moi, je dînais seule devant « Qui veut gagner des millions ?» La bonne réponse était « Personne ». Puis, une facture d'hôtel, avec vue sur la Garonne. Exactement ces jours où Camille était clouée au lit par la fièvre et où je lui faisais du bouillon, lisant des mots croisés à voix haute pour la distraire. Ce jour-là, il avait envoyé des fleurs, au nom de la société. La maison, finalement, était le membre le plus honnête de notre famille. Elle accumulait patiemment les preuves entre les coussins et les doublures de manteaux, murmurées dans les fentes du parquet, dans le froissement des vieux rideaux. Et moi, j'apprends seulement maintenant à l'écouter. Je suis restée assise sur le lit, les preuves en main. Ce n'était pas une enquête, c'était un album. Sauf qu'au lieu de photos, il y avait une suite de petites trahisons. De moi, des enfants, de nous. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti l'air devenir plus épais,
comme si le monde entier avait compris et se comprimait sous l'amertume. 1 heure plus tard, j'étais déjà devant la porte de Madame Duval. Elle m'a ouverte en peignoir à marguerite, un verre de Bordeaux à la main, comme si elle m'attendait. « Ah, Amélie !» a-t-elle dit sans poser de questions. « Du vin ?» J'ai hoché la tête. Dans ces situations, refuser revient à expliquer la mécanique quantique à un chat. Nous nous sommes installés sur son vieux canapé. Sur ses genoux dormait Zola, son chat, énorme, velu, profondément philosophe. « Les hommes sont tous pareils », a-t-elle décrété après le 2e verre. « Certains cachent mieux que d'autres. Ton mari, visiblement, a raté l'examen. » « Ou il s'est dit que je ne verrais rien ?» ai-je murmuré. « Bien sûr, tu es gentille, et les gentilles, on ne les voit pas, jusqu'au jour où elles cessent de pardonner. » J'ai ri, pas parce que c'était drôle, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. « Et maintenant, tu vas faire quoi ?» demanda-t-elle en sortant du fromage. « Pour l'instant, rien, juste recueillir, comme quand un enfant a de la fièvre. Tu n'appelles pas l'ambulance tout de suite. Tu poses d'abord du vinaigre sur le front et tu lui caresses les cheveux. »« Tu as du vinaigre ?»« Oui. Et les billets, et les reçus, et un cœur qui s'est mis à battre plus doucement. »« Alors ça y est ?» dit Madame Duval en servant du vin, sans aucune mesure. « Quoi donc ? Le retour vers toi-même ?» Je n'ai rien répondu. J'ai regardé Zola qui a bâillé puis s'est levé encore plus fort. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé que tout silence n'était pas de la solitude. Parfois, ce n'est qu'une pause avant une nouvelle vie. Chapitre 5. Mon express pour nulle part. La nuit, je n'ai pas dormi. J'écoutais les horloges de la cuisine tic-tac trop fort. Quelqu'un dans la maison toussait, peut-être Antoine, peut-être Camille, peut-être moi. Je me suis dit, si ma vie était un livre, je tournerais la page maintenant. Aller jeter un œil 2 ou 3 chapitres plus loin pour voir s'il vaut la peine de rester. Mais ce n'est pas un livre. Les pages ne se tournent pas. Ce sont les jours, un à un. Monsieur Pérez a reparu devant la fenêtre, vers 2 heures du matin. Sans raison, ou peut-être avec une très grande. Je me suis regardée dans la vitre. Mon ombre mêlée aux reflets de la nuit. Ce n'est pas la solitude qui fait peur. C'est d'être seule avec quelqu'un qui est déjà parti. Je me suis levée, j'ai préparé du thé. Sans sucre. Dans le silence. Par la fenêtre, les arbres noirs, un lampadaire obstiné, et Monsieur Pérez qui trottinait, affairé dans la nuit. Lui, ma Constance. Comme un mal de dos, comme la mélancolie du matin. Je me suis souvenu qu'à 22 ans, j'écrivais des nouvelles dans un carnet. Des histoires de gens étranges dans les gares, de femmes qui cachaient les clés de leur propre vie. À l'époque, je croyais que tout était possible, que la Sorbonne m'attendait, que les livres, ça se gagnait, même si ce n'est pas tout de suite payant. Puis il y a eu Jean-Paul. Il portait des chemises sans un pli. Il parlait de stabilité, de ce que c'est que de devenir adulte. Je l'ai regardé comme on attend une réponse, le mauvais genre de réponse. Après cela, nous avons construit cette maison, presque comme un enfant, avec des plans, des espoirs, des nuits blanches, des disputes sur la couleur des dalles. Je voulais une cuisine verte, lui insistait pour un gris pratique. Finalement, les enfants ont gribouillé sur les 2 échantillons, et on a choisi le blanc, pour cacher les taches facilement. À 6 ans, Camille jouait déjà les décoratrices. Elle a exigé un mur pour ses dessins, et l'a tout de suite recouvert de marqueurs. Antoine aidait à porter les planches, même s'il était trop petit pour les tenir. Et on riait en disant qu'il était maintenant constructeur agréé des chutes. Chaque fissure, chaque grincement du plancher, on les absorbait comme la preuve vivante que cette maison n'était pas qu'un lieu. C'était notre refuge, notre ruche bruyante, notre scène, notre salle d'attente. Je me souviens de la première neige. La peinture sentait encore le neuf, les tuyaux hurlant comme une chorale sans chef. La maison grandissait avec nous. Peut-être qu'elle a senti la première fois que nous ne grandissions plus ensemble. Mais elle n'a pas condamné. Elle a juste attendu, silencieusement, en espérant un retour de moi. Mes nouvelles dorment dans le tiroir d'une commode, dans un cahier vert. Je l'ai sorti, aujourd'hui pour la première fois depuis des années. Le papier a jauni un peu. L'écriture est la même, tremblée mais vivante. Je l'ai relue, et j'ai ri. Parce que dans l'une des histoires, l'héroïne vivait avec un homme qui collectionnait des trains miniatures, et elle l'appelait « Mon express pour nulle part ». À l'époque, je ne savais pas à quel point c'était prophétique.
Je me suis souvenue de cette fois en troisième, quand mon premier récit a été publié dans le journal mural de l'école. La prof a mis une croix au crayon en bas, sans commentaire. Puis elle a murmuré « Il y a quelque chose en vous. Prenez-en soin. Les gens comme ça se fatiguent vite. Après, silence. Pas dans la classe. En moi. Ce silence qu'on accueille quand on retrouve un peu de soi dans le grenier poussiéreux des souvenirs. » Chapitre 6. Déshabille-toi. La soupe refroidie. Après le petit déjeuner, j'ai sorti la boîte de peinture. Elle dormait dans le débarras, derrière l'aspirateur et les bottes d'hiver qu'on n'enfile plus. À l'intérieur, 3 tubes de gouache desséchés, 2 crayons, quelques pinceaux. Je ne savais pas dessiner. Mais j'ai décidé que ce n'était pas important. Sur le mur entre la cuisine et le salon, j'ai tracé un romarin. Juste des traits verts, simples. Camille aurait peut-être pouffé « Maman, sérieusement ?» Eh bien oui, sérieusement. Parce que c'était mon mur, ma maison, ma vie, même si elle commençait au milieu. Dans la rue, quelqu'un tirait des feux d'artifice. On ne voyait pas les éclats, seulement leurs reflets dans la vitre. Il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Ce qui illumine n'est pas toujours visible directement. Parfois, la lumière brille de l'intérieur. L'après-midi, je suis allée à Bergerac, voir la vieille maison de ma grand-mère. Elle est vendue depuis longtemps, mais je savais bien qu'il m'était permis de la regarder depuis l'extérieur. Je me suis postée devant le portail. La maison avait des rides. Crépi écaillé, portail bancal. Mais les volets, eux, les mêmes volets sculptés d'autrefois, comme des paupières de pierre, tenaient encore. J'ai fermé les yeux. Et j'ai entendu le grincement des vieux planchers du grenier, le rire d'une fille de 16 ans, la voix d'Édith Piaf. Je suis restée là une demi-heure. Les larmes ont glissé sur mes joues, comme un rappel silencieux. Le vivant trouve toujours un chemin pour s'échapper. Puis je suis montée dans la voiture. Sur le chemin du retour, j'ai griffonné dans mon carnet. Tu ne t'es pas oublié, tu t'es juste enfermé. Aujourd'hui, tu peux ressortir. Le soir, j'ai ouvert mon ordinateur, créé un nouveau document et écrit un titre. La vie secrète des choses ordinaires. Je ne sais pas ce que ça deviendra. Une nouvelle? Un livre? Un journal intime pour moi seule? Mais je recommence à écrire. Non pas par douleur, mais par envie d'exister. Et ça, ce n'est plus de la survie. C'est un commencement. Le matin, j'ai mis l'enveloppe dans mon sac, entre le portefeuille et un paquet de mouchoirs parfumés à la menthe. Elle n'était pas lourde. Mais toute la journée, j'ai senti un poids subtil niché dans ma poitrine. Je ne me suis pas répété un discours devant le miroir. Je ne me suis pas entraînée. Je savais simplement, le moment viendrait. Il se trouverait lui-même. Pour le dîner, j'ai préparé des pâtes au pesto et au fromage. Simple, sans effort pour impressionner. Camille a fait une salade avec des feuilles vertes, que, pour être honnête, j'ai d'abord confondu avec des mauvaises herbes. Antoine a ouvert le vin. Jean-Paul a apporté ce qu'il croyait être de la bonne humeur, comme si une soirée en famille suffisait à effacer des mois d'indifférence. On a mangé, on a parlé. Camille racontait avec douceur à propos de Lise. Antoine hochait la tête, esquissait parfois un sourire. Je guettais ces instants, comme des reflets de soleil à la surface d'un étang, fugaces, fragiles, précieux. Jean-Paul était calme. Son téléphone était resté dans l'entrée. Peut-être un geste délibéré. Ou peut-être le signe qu'il savait déjà « tout est joué ». Quand on a fini le dessert, un gâteau aux carottes un peu trop sucré, mais fait maison, j'ai glissé la main dans mon sac. Puisqu'on est là, autour de cette table, ai-je dit en posant l'enveloppe sur le plateau. J'ai une annonce, moi aussi. Silence. Camille a posé sa fourchette. Antoine m'a regardé. Jean-Paul s'est raidi, comme s'il venait de se rappeler qu'il avait laissé la cuisinière allumée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé doucement, sans empressement. Ses doigts tremblaient un peu quand il toucha l'enveloppe. « Ouvre, et tu verras. » Il a ouvert, lentement, sans bruit inutile, tiré les feuilles, documents officiels, tout en règle. « La maison... » a-t-il soufflé. « Oui » ai-je hoché la tête. « J'ai signé. La maison est pour les enfants, en parts égales, depuis 2 mois, depuis ce jour où tu as commencé à aller à Bordeaux. Pour le travail, tu avais dit. Tu sais, aujourd'hui, j'étais devant la vieille maison à Bergerac. Elle délabrait, le portail branlant, mais les volets regardaient encore, comme des yeux anciens pleins de mémoire.
Et j'ai pensé, chaque enfant doit savoir qu'il y a un endroit qui l'attend, même si le père met ses valises ailleurs. Quoi qu'il arrive, Camille et Antoine auront toujours un refuge, un toit où ils pourront déposer leur cœur brisé ou une joie immense, et où personne ne demandera « Tu es sûr ?» Seulement, enlève tes chaussures, la soupe refroidit. Il n'a pas dit un mot. Les papiers paraissaient lourds dans ses mains. Camille m'a regardé. Pas avec surprise, avec respect. Antoine a baissé les yeux. « Tu savais ?» a-t-il murmuré. « Non, » ai-je répondu. Je le pressentais. Puis j'ai décidé, je ne veux plus vivre sans maison, même si notre maison n'est plus nous. Les enfants ont gardé le silence, pas parce qu'ils prenaient parti, mais parce qu'ils comprenaient. Ce soir, il n'y a pas de choix à faire. On était tous au bord de quelque chose de nouveau. Personne ne savait ce que ce serait. Mais dans le passé, il n'y avait plus de place pour nous. « Maman » a dit Camille. « Depuis quand es-tu comme ça ?»« Comme quoi ?» ?»« Déterminée. Comme si quelque chose s'était allumé en toi. » J'ai souri, sans fierté, juste parce que c'était vrai. « Jean » ai-je repris. Toute mère a un droit sacré, veiller à l'avenir de ses enfants et à son propre avenir. Tu peux partir si tu penses trouver mieux ailleurs. Mais tu n'as pas le droit de traiter cette maison comme un meuble qu'on déplace. Ce n'est pas un couloir pour les valises et les poussettes. Cette maison, c'est un refuge, un endroit où mes enfants pourront toujours déposer leur histoire, cassée ou heureuse, où personne ne demandera pourquoi, où ils pourront juste entrer et dire « Je suis à la maison ». Et moi, je ne laisserai pas transformer ce refuge en hall d'attente. Parce que ces murs ont entendu les premiers pas de Camille, les larmes d'Antoine après sa première chute, nos rares mais sincères rires. Ce lieu, ce n'est pas un bail qu'on renouvelle, c'est un foyer. Et je n'accepte pas qu'il soit vidé. Jean-Paul était resté là, les papiers dans les mains. Il n'a ni contesté, ni haussé le ton, ni essayé de plaider. Il avait l'air petit, pas misérable. Non, mais réduit, comme un homme qui a perdu sans combattre. « C'est fini ?» a-t-il murmuré. J'ai réfléchi, puis j'ai dit « Non, c'est un autre acte. Dans cette pièce, je ne serai plus la figurante. » Quand le dîner s'est terminé, les enfants sont allés dans leur chambre. Jean-Paul est sorti. J'ai pris une grande inspiration. Monsieur Pérez a couru derrière la vitre, comme d'habitude. Mais ce soir, ce n'était plus le même soir. J'ai versé un verre de vin, et j'ai écrit sur un coin de nappe. Tu savais garder le silence quand il le fallait. Maintenant, tu sais aussi parler. Chapitre 7. Mise à jour du système. Maison, femme, vie. Le matin a commencé avec du café et de la peinture. J'ai versé une tasse, posée sur le rebord de la fenêtre, ouvert les fenêtres en grand. L'air froid est entré dans la cuisine comme un invité frais à une fête de mariage. Bruyant, audacieux, trop honnête. J'étais en pyjama, un pinceau à la main. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie, pas comme une ombre, mais comme la maîtresse de ces lieux, de cette maison, de cette vie, de ces murs. Le mur était jauni, vieux. Autrefois, on avait choisi cette couleur ensemble. Jean-Paul disait qu'elle était chaude comme un village du Midi. À moi, elle avait toujours paru morne, comme un lundi gris. Mais je n'avais rien dit. À l'époque, je me taisais souvent. Aujourd'hui, je ne me taisais plus. J'ai choisi un vert clair, presque menthe, presque fraîcheur. Je peignais sans chercher la perfection. Que des coulures, que des traces. C'était mon mur, mon histoire. Et elle n'avait pas à être lisse. Pendant que je peignais, la bouilloire siffla dans un coin. La plaque de cuisson cliquetait, me lançait des clins d'œil avec ses flammes bleues. Dans la cuisine, la radio jouait un vieux morceau français, celui que ma mère chantait, le jour où elle repassait des draps propres. La première chose que j'ai jetée, ce furent les rideaux. Épais, velours, couleur bordeaux, comme disait Jean-Paul. Ils accumulèrent la poussière, les odeurs, étouffèrent la lumière. Je les ai arrachés du tringle avec un plaisir inattendu. Quelque chose comme de la joie. Sans eux, la pièce a changé. Elle est devenue plus claire, plus honnête, comme après une confession. J'ai accroché un voile léger, presque invisible, qui dansait dans le vent comme vivant. Il ne cachait plus la lumière. Il jouait avec elle, invitait l'air de la rue à entrer. Jean-Paul aurait dit que c'est impratique. La poussière va revenir, et ce n'est pas facile à laver. Moi, pour la première fois, je m'en fichais,
qu'elles s'accumulent, qu'elles bougent, qu'elles vivent. J'ai posé sur le rebord de la fenêtre un pot en terre. Avec de la mélisse, son parfum chuchote toujours. Respire plus profondément. Je l'avais acheté ce matin, dans une petite boutique près de la gare. Le vendeur m'a dit « ça chasse la fatigue et le spleen ». J'ai hoché la tête. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Puis, je suis sortie dans la cour, vers le vieux érable. Il était là, planté contre le grillage depuis 20 ans. Jean-Paul l'avait mis quand Antoine est né, en disant qu'il grandisse avec nous. Mais l'arbre avait séché, ses branches craquaient, comme des lettres envoyées sans destinataire. J'ai pris la scie. Je n'ai pas coupé par colère, mais par conscience. Ça ne pouvait plus continuer ainsi. Allez, place, j'ai planté de la sauge, âpre, forte, comme une plante capable de guérir les douleurs et la mémoire. À côté, de la menthe, pour rappeler que la vie ne doit pas être que de l'amertume. J'ai décroché des murs les photos. Pas toutes. Celles où nous apparaissions ensemble, comme un couple, avec des sourires, qui n'étaient plus les miens, avec des poses, qui n'étaient plus naturelles. Je les ai enlevées. J'ai gardé les photos des enfants, les photos de la mère, une vieille photo de moi en peignoir, le visage taché de miettes, une tasse de café à la main, et Camille qui riait. Idiote, imparfaite, vraie. Sur une étagère de la cuisine, j'ai posé un petit mot, un message de moi à moi. Cette maison, ce n'est pas que des murs, c'est toi. Chapitre 8. Pas de réponse. Antoine a été le premier à le remarquer. « Tu as repeint » m'a-t-il demandé ce matin, en entrant dans la cuisine. « Oui, je ne pensais pas que tu oserais un jour. Tu as supporté ce Provençal pendant 10 ans. Ce n'est pas du courage, juste... j'en ai eu marre de me mentir. » Il a hoché la tête, puis s'est servi un café, sans un mot. Mais je savais. Ça lui a rendu la respiration un peu plus légère. Ce soir-là, Camille est arrivée. Elle a regardé la pièce, sourit. « Bon, maintenant c'est vraiment toi. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce qu'ici, ça respire la liberté, la chaleur, un peu de rébellion. Et ça sent les herbes. Le soir, j'ai allumé des bougies. Juste comme ça, sans raison. J'ai mis de la musique, un vieil Aznavour. Je me suis assise dans le fauteuil, un livre à la main. Monsieur Pérez était à la fenêtre, comme un garde discret de mon nouvel espace. Jean-Paul n'a plus appelé, ni écrit, et, pour être honnête, je ne l'attendais plus. Pas parce qu'il n'y avait plus de rancœur, mais parce que le besoin, lui, avait disparu. Je suis de retour à la maison. Pas la maison qu'on avait construite, mais celle que je construis. Moi. Une semaine plus tard, il a tenté d'écrire. D'abord un mot court. « Désolé » Puis « Tu me manques » Ensuite un long message, une liste, de regrets, de promesses, de choses à expliquer. Comme si tout ce qui s'était brisé pouvait être recalculé en paragraphes bien alignés, pour devenir compréhensible. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais le punir, mais parce que ces mots ne m'étaient plus adressés. Il écrivait au passé, et moi, je n'y vivais plus. 2 semaines après, il a appelé. J'ai vu son nom apparaître sur l'écran. Pas comme « mon mari », juste comme un vieux contrat terminé. Je n'ai pas décroché. Puis il a rappelé 1 heure plus tard. Puis dans la nuit, il a enregistré un message. « Amélie, c'est moi. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Je suis idiot. J'ai tout perdu. Je pensais savoir ce que je voulais. Mais je me suis trompée. Tu étais... Enfin, tu comprends. Tu as toujours été. » Je l'ai écouté. Puis j'ai effacé le message, sans colère. Juste, je n'avais plus envie de garder quelque chose qui n'avait plus de forme. Les enfants ne disaient rien. Un jour, Camille a demandé « Et lui, il est où maintenant ?» J'ai haussé les épaules. « Il a un studio à Vézières, je crois. »« Tout seul ?» ?»« Je pense, oui. » Elle a hoché la tête. Pas avec soulagement. Pas avec pitié. Juste comme on constate un fait. On savait toutes les deux. Être seul et être soi, ce n'est pas pareil. 1 mois plus tard, il a envoyé une photo. Une tasse de café, un livre, sa main, légende. Tout me rappelle toi. J'ai souri, parce que c'était vrai. Mais, maintenant, ça ne me touchait plus. Chapitre 9. Feuilles de menthe. Les larmes en option. Un jour, il est venu, sans prévenir. Il s'est juste tenu près du portail. Camille l'a vu depuis la fenêtre et m'a appelé. Je suis sortie. Sans cérémonie.
sans peur. Il se tenait là, l'air coupable d'un collégien ayant raté son devoir. « Je voulais juste voir », a-t-il dit. Tout. Il a agité la main vers la maison, les murs, les parterres, les fenêtres neuves, sans rideaux. « Tu as tout changé », a-t-il ajouté. « Non, Jean-Paul », ai-je répondu. « J'ai simplement enlevé le superflu. Il est resté longtemps. » Il ne demandait rien, ne partait pas non plus. Il regardait seulement. Je me suis approchée doucement, sans bruit. « Tu n'es pas un mauvais homme, juste, tu ne savais pas quoi faire de moi. Je pensais que tu serais toujours là, et toi, tu as disparu. » Je ne suis pas partie, j'ai dit. Je suis surrevenue à moi. Il a baissé les yeux, puis il a acquiescé et il est parti lentement, sans un regard en arrière. Ce soir-là, j'ai écrit encore une note, courte. Parfois, pardonner, c'est simplement cesser d'attendre une réponse. Nous étions sur la véranda. Le vieux banc en bois grinçait sous nos poids comme mes genoux le matin. J'avais une tasse de tisane au citron. Camille, elle, tenait une cigarette, discrète, posée derrière son dos, comme une adolescente de 16 ans. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» a-t-elle commencé sans lever les yeux. « Bien sûr, » répondis-je. « Est-ce que tu as déjà eu peur d'être toi-même ?» J'ai souri, doucement, longtemps. Pendant longtemps, je n'étais pas moi. Pas par peur, mais par habitude. Puis, j'ai eu mal à rester dans ce rôle. Camille hocha la tête. Elle a porté la cigarette au filtre, puis l'a écrasée contre un pot de basilic. « Lise, c'est ma copine. Je l'aime depuis 1 an, mais je n'ai rien dit à papa. Tu sais comment il est ?» Je lui ai pris la main. Elle était chaude, celle d'une femme qui tremble encore un peu face à la vérité. « Camille, si tu veux perdre ton père, alors tais-toi. Mais si tu veux te trouver, alors dis. » Elle m'a regardé longtemps, comme pour vérifier que je croyais vraiment mes mots. « Et s'il se détourne ?» a-t-elle murmuré. « Alors tu sauras qu'il n'est pas de ceux qui restent. » J'ai répondu. Antoine, lui, travaillait dans le jardin. Il parlait peu, mais agissait. Ces dernières semaines, il a fabriqué un banc avec des planches usées, réparé la clôture, creusé des trous pour planter de nouveaux buissons. Chaque soir, il rentrait avec de la terre sous les ongles, des écorchures sur les coudes, et un regard intense, presque gamin. Je l'ai rejoint avec une tasse de thé d'argousier. « Tu te reposes ?» ai-je demandé. « Non, je rassemble. » Il a souri. Je me retrouve planche par planche. Il a ensuite ouvert son carnet. Des croquis, des plans, des mesures. Un petit atelier pour lui seul. Presque une cabane, mais avec fenêtres établies, étagères pour outils. Il l'appelait l'espace du silence. « Tu crois que c'est niais ?» m'a-t-il demandé. « Non, » ai-je répondu. « C'est toi. Et je crois que tu m'avais manqué. » Il a levé les yeux, et comme quand il était petit, il a posé sa joue contre mon épaule. 1 seconde, juste assez. Puis il a fermé les yeux. Chapitre 10. Vieux manteau, nouveau livre, 3e tasse de thé. Le soir, nous étions 3 à la cuisine. On mangeait des pommes de terre, bien salées cette fois. On buvait du vin. Camille parlait de Lise, Antoine, de son atelier, moi. De la lavande que j'allais replanter. Personne n'interrompait personne. Personne ne jugeait. Nous n'étions pas une famille parfaite. Mais nous étions vrais. Et parfois, ça suffit. Parce qu'on sentait que le silence, à la 4e assiette, parlait plus fort que n'importe lequel de nous. Mon premier texte, je l'ai écrit en 3 heures. Court. L'histoire d'une femme qui parle au pain dans une boulangerie. Rien d'extraordinaire. Mais quand j'ai mis le point final, j'ai senti une chaleur douce envahir ma poitrine. Comme si on avait versé un peu de thé chaud entre mes côtes, et qu'il s'étalait en vagues tièdes. Je n'ai montré le texte à personne. Pas encore. À la place, je l'ai imprimé et posé dans le tiroir où avant traînaient des factures. Maintenant, c'est autre chose qui y vit. Chaque jour, je me suis remise à écrire. Le matin, avec le café. À midi, assise sur le banc du jardin. Le soir, après que la maison se soit endormie. Notes, pensées, questions. Parfois des scènes entières. Parfois juste des lignes. N'aie pas peur d'être de trop. Si c'est vide, n'y mets pas de bruit. La tristesse n'est pas toujours une ennemie. Parfois, c'est un pont. Au revoir. J'appelais ça mes notes sur l'exhalaison. Personne ne me les réclamait. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de respirer. Enfin.
Un jour, je suis allée à la bibliothèque, juste pour rendre des livres. Sur le panneau d'affichage, invitation. Soirée lecture. Viens avec ton texte. Je suis allée. Pas parce que je voulais qu'on m'écoute, mais parce que je ne voulais plus être silencieuse. La salle était petite, des visages attentifs, des yeux marqués par les pages. Un jeune homme lisait un poème sur le fromage et la solitude. Une femme aux cheveux châtains récitait le monologue d'une berger allemande. Les gens écoutaient, sans rire, sans condescendance. J'ai lu mon histoire du pain et de la femme. On ne m'a pas interrompue. Pas même une moulasse. Après, 3 personnes sont venues. Elles m'ont dit merci. Je suis rentrée. J'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai écrit sur un coin de la table « Je ne suis plus spectatrice. Je suis participante ». Un mois plus tard, on m'a invitée à un cercle d'écriture pour le plaisir. Il y avait des retraités, des avocates, des étudiantes, même un cuisinier, chacune avec sa vérité. Chaque mercredi, lecture, thé, rire, partage. J'ai dit que je m'appelais Amélie, pas la femme de Jean-Paul, ni la mère de Camille et Antoine. Juste Amélie, avec mes mots, mes virgules, mes silencis. Parfois, des hommes parlent avec moi. Au parc, à la foire, à la bibliothèque. L'un était veuf, fabriquait des bijoux en bois. L'autre, prof d'histoire. Il parlait fort, mais savait écouter. Je ne suis pas tombée amoureuse, je ne planifiais rien. Mais j'ai cessé d'avoir peur d'être intéressante, majeure, même belle, même visible. Un homme m'a un jour dit « Vos yeux ont le regard de ceux qui savent plus qu'ils ne disent ». J'ai répondu « J'ai juste appris à garder pour moi ce que j'offrais avant sans demander ». Il a souri. On a bu un café, sans promesse, mais avec chaleur. Bien sûr, parfois la nostalgie, la solitude, les souvenirs revenaient. Je ne luttais pas. Je sortais mon carnet. Ce soir, j'ai le cœur lourd, mais je n'ai plus peur. Dans le jardin, la lavande a poussé, le thym, la sauge, la menthe aussi, une vraie pharmacie à ciel ouvert. Le sureau n'est plus là, mais les parfums me gardent ancrée. Antoine a construit son atelier. Camille a envoyé une carte d'Islande. 2 silhouettes devant une cascade avec un message. J'ai choisi d'être moi. Merci maman. Je l'ai collé sur le frigo. J'ai souri. Et je suis allée écrire. Je gardais le vieux manteau dans l'armoire. Celui de ma vie d'avant. Comme on conserve un souvenir. Même si on sait qu'on ne le remettra plus. Peut-être est-il temps de lui dire adieu. Je l'ai accroché doucement. Puis je suis retournée à mon bureau. À mes mots. À moi. Chapitre 11. Adieu Jean-Paul. Bonjour Pinot Grigio. J'ai commencé la lettre avec ces mots. Jean-Paul, ce n'est pas un reproche. C'est un inventaire de souvenirs. Je l'ai écrite à la main. Lentement. Avec soin. Sur un papier à lettres gaufrées. Comme celui que ma grand-mère utilisait pour ses longues lettres à ses sœurs en Provence. Je n'avais pas pour but de dire quelque chose de grand. Juste vider. Comme on sort les vieilles affaires d'un placard. On trie, on pèse, on décide ce qu'on garde, ce qu'on offre, ce qu'on jette. Voici ce que j'ai noté. Tu n'étais pas un homme mauvais. Tu es juste devenu étranger. Pas d'un coup, lentement, à peine perceptiblement. Comme un mur qui perd ses couleurs non en un jour, mais sur des décennies. Puis un matin, tu regardes. Et tu ne reconnais plus la teinte. J'étais là quand tu bâtissais ta carrière, quand tu t'effondrais, quand tu te taisais. J'ai essayé d'être douce, flexible, docile. Jusqu'au moment où j'ai compris que dans ce corps malléable, il ne restait plus d'os. Tu voulais la liberté. Tu l'as eue. Moi, je voulais être moi. Et maintenant, enfin, je le suis. Tu te souviens quand tu as perdu ton alliance sur la plage à Honfleur et tu as dit que peut-être la mer l'a avalée parce qu'elle savait qu'elle t'allait plus? Alors je t'ai ri au nez. Mais aujourd'hui je vois. Tu étais honnête, plus qu'il n'y paraissait. Je me suis arrêtée, longtemps, fixant la page blanche après les dernières lignes. Je me suis demandé pourquoi j'écris tout ça, pour qu'ils comprennent, qu'ils regrettent, qu'ils reviennent. Non, pour lâcher prise. La dernière phrase était la plus importante. Merci, tu as été mon long chemin vers moi-même. J'ai plié la lettre, glissé dans une enveloppe, signé. Ne pas envoyer. Puis j'ai pris une vieille jatte à salade, je suis sortie dans le jardin et j'ai brûlé le papier, sans hâte, lentement. La fumée s'est élevée puis a disparu, comme tout ce que je ne voulais plus garder. Le cendré est retombé sur mes genoux,
comme un souvenir brûlé. Quand la dernière ligne a disparu dans les flammes, j'ai simplement inspiré, silencieusement. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti la légèreté. 1 heure plus tard, j'étais accoudée au bar à vin du coin. Derrière le comptoir, le barman, Serge, avec son sourire habituel, son anneau au petit doigt. « Alors, Madame Amélie, ce sera quoi » a-t-il demandé. « Eut quelque chose de doux, ai-je répondu. Pas un cri, une histoire. Il a versé. Le verre était tiède, la couleur comme un soir d'automne, le goût comme quelque chose de bien mérité. Je regardais par la vitre. Les passants qui courent, qui rient, qui portent des sacs, des parapluies, de la fatigue et du bonheur, tout, ensemble. Personne ne savait que je venais de brûler toute ma vie d'avant. Et c'était magnifique. Sur une serviette, j'ai griffonné. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je n'ai plus peur. Je l'ai laissé là, pour Serge. Il a dit qu'il collectionnerait mes pensées. Peut-être que ça fera un livre un jour, ai-je murmuré. Peut-être qu'il existe déjà, a-t-il répondu en souriant. Il a refait couler du vin, pour le plaisir. Parfois, pour démarrer un nouveau chapitre, il ne faut pas écrire une majuscule, juste poser un point. Chapitre 12. Sapin, chaussettes et premier matin de liberté. La maison sentait la propreté et les fleurs. Camille a murmuré que les odeurs, c'est la meilleure preuve qu'une maison vit. J'ai acquiescé, parce qu'elle vivait, en effet. Le plancher grinçait doucement. Les rideaux chuchotaient aux fenêtres. Elles brillaient de l'intérieur. Le vieux érable n'était plus là. Mais, à l'entrée, 2 lanternes automatiques remplaçaient l'obscurité. Ce soir-là, elles s'allumaient toutes les 3 minutes. Pour un passage de Camille et Lise avec des cadeaux. Pour Anthony qui sortait de fumer. Pour moi qui allais chercher du pain dans la voiture. Sur la table, des bougies, du vin, des assiettes à bord dorées. Celles que je gardais pour un jour spécial. Ce jour-là était enfin arrivé. Camille est venue avec Lise la veille de Noël. Elles ont apporté du fromage, des livres, des décorations de sapin, faites main. Camille a dit « On a décidé qu'on ne veut plus jamais des chaussettes identiques, juste de la liberté et du vin chaud. » J'ai hoché la tête. C'était suffisant. Le matin, Antoine est arrivé, les doigts gelés, portant une boîte. Dedans, son premier livre, un recueil de nouvelles. Sur la couverture, un dessin de ma cuisine, dessiné par lui. Il m'a regardé. Tout a commencé ce soir-là, quand j'ai réparé la porte du buffet. Je n'avais rien compris. Puis, peu à peu, j'ai compris. Nous n'avons pas parlé de Jean-Paul. Pas par rancœur, parce que ce n'était plus nécessaire. Il avait appelé pour mon anniversaire. Poliment, doucement, je lui ai souhaité de la chaleur. Il m'a souhaité de la lumière. Tout ce qu'il fallait. Et c'était juste. Camille serrait Lise entre ses bras, ajustait ses boucles, riait. Antoine posait des bougies sur le rebord de la fenêtre, vérifiant qu'aucun courant d'air ne s'engouffre. Moi, je regardais. Je ne participais pas. Je respirais. Respirer l'instant comme on respire l'hiver. Profond, froid, vivant. Monsieur Pérez est venu dormir près du poêle. Serge, le barman du bar à vin, m'a envoyé une carte. Une poire dessinée, avec un message. Que la vie soit juteuse. J'ai mis cette carte dans un cadre, au-dessus de la cheminée. À table, on a tiré au sort, qui raconterait la première anecdote drôle d'enfance. Camille a perdu. Elle s'est mise à rire et à raconter ce jour d'hiver où, débordée par 1000 pensées, je tirais les luges avec entrain. Jusqu'à ce qu'après 50 mètres, je réalise qu'elles étaient étrangement légères. Elle restait dans la neige, blessée, offusquée, ridicule. Moi, j'avais eu peur, mais c'est elle qui avait vu ce jour-là que maman aussi pouvait être distraite. On a ri jusqu'aux larmes, sans fatigue, avec amour. Même Monsieur Pérez, réveillé auprès du poêle, nous regardait comme s'il faisait partie de la fête. Il attendait son tour pour raconter lui aussi une histoire de luge. Chapitre 13. Tout est passé, tout est resté. Quand le soir a commencé à refroidir, je suis sortie. Avec un verre de vin, un foulard, moi-même. La neige, fine, légère, tombait doucement, caressant mes épaules comme un rappel. Tout passe, tout reste. La maison brillait, dans les fenêtres. Là-dedans, une famille, une vie. J'ai inspiré profondément. L'air sentait l'hiver.
Dans mon verre, le vin reflétait la flamme d'une bougie, profond, chaud, comme un soir calme. Maintenant, pour de vrai, ai-je pensé. Et j'ai souri, tranquille, sans spectateur. Comme une femme qui, enfin, a cru que le monde n'est pas contre elle, mais avec elle. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que, comme moi, tu as porté quelque chose qui faisait mal, ou bien que tu aimes les belles histoires. Dans tous les cas, on est sur le même banc, sans plaide, mais avec compréhension. Je t'ai raconté ce que j'ai pu, pour qu'entre nous il y ait un peu plus d'air, et un peu moins d'étouffement. Maintenant, c'est ton tour. Raconte ton histoire dans les commentaires, avec une fin heureuse, ou sans. Dis juste, par exemple, moi aussi j'avais un érable, et moi aussi je l'ai abattu. Je comprendrai. Ou peut-être cet instant t'invitera à repeindre un mur, ou à jeter les rideaux. Considère-le comme un signe. Je suis là, je lis entre les lignes, et je veux entendre ce que tu n'as jamais osé dire.